Je pense que tout le monde est rentré. Les dernières personnes qui arrivent. Bonjour à tous. Attends que l'hélicoptère passe. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Vous avez devant vous donc normalement le PowerPoint. Si ce n'est pas le cas, il faut vous déconnecter, vous reconnecter. On a coupé pour l'instant les chats, les micros et les caméras. On va les réactiver très prochainement, une fois que tout le monde sera connecté, pour que ce soit plus facile à tout le monde de bien recevoir les données, les liens. Donc c'est le premier webinaire de la semaine. Déjà, comme premier webinaire qui avait été proposé il y a un peu plus d'une semaine sur les représentants des usagers. Aujourd'hui et cette semaine, tous les jours, un outil également sur des thématiques différentes. Donc, je vous ai dit, les caméras, les micros, les chats sont coupés pour l'instant. Et puis, on va relancer prochainement pour privilégier les temps d'échange. Le webinaire est enregistré et on vous remettra tous les outils ensuite lors des mails qu'on vous enverra par la suite. Pourquoi ce webinaire vous est proposé? Cette année, on change un petit peu, hein, un jour un outil. L'idée du RSQR, c'est vraiment de faire un nouveau format pour vous mettre à disposition, hein, dès octobre, tous les des actions, hein, tout ce qui peut vous être utile pour mettre en place votre semaine sécurité patient au mois de novembre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu en avance, mais c'est vrai que parfois le temps de récupérer tous les outils et de les remettre en forme pour les utiliser au sein de votre établissement, de les photocopier si besoin, et cetera. Ça vous permet d'avoir le temps. Donc chaque jour, le RSQR présente une thématique et son outil d'évaluation qui va porter sur la sécurité des soins. Et à la suite de chaque présentation, comme je vous ai dit précédemment, on vous remettra les replays et les outils. Les choix des thématiques proposées portent sur les impératifs de l'HAS concernant le parcours patient. Pour information, si vous ne l'avez pas, la semaine sécurité patient cette année, c'est du 20 au 24 novembre. Donc un jour un outil, aujourd'hui on commence. Alors effectivement, donc il y avait eu le 26 septembre l'implication des représentants des usagers dans la semaine sécurité patient. Aujourd'hui, on est sur les incontournables du CREX. Demain, pourquoi le médicament à risque est-il aussi méchant? Mercredi, on parlera d'identitovigilance, le bon soin au bon patient. Jeudi, ce sera éthique et certification. Le 13 octobre, maltraitance, témoignages pratiques des professionnels. Et puis, on terminera par le 16 octobre, gérer le chariot d'urgence et les urgences vitales. Je présente ce webinaire donc en compagnie de mes collègues Laurine, Mélanie et Cédric, qui sont là-haut. Nous allons pouvoir commencer le vif du sujet. Donc, les incontournables du CREX. Pourquoi avoir choisi ce webinaire? Donc, comme on vous a dit, hein, déjà un impératif, hein, puisque voilà, ça fait partie des critères de la HAS, hein, les analyses des événements désirables, et cetera. Et puis, donc c'est vrai qu'on a régulièrement quand même des demandes, hein, sur comment faire en pratique le REX. Et puis, l'idée aussi, hein, dans cette nouvelle certification, c'est que les acteurs, hein, les équipes analysent leurs événements désirables, hein, le critère HAS 2.4-04, pardon. Et donc, l'idée, hein, c'est que les équipes sachent analyser leurs événements désirables. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est aussi d'amener la bonne parole, de mettre en place des outils auprès des services, auprès des cadres qui veulent mettre en place leur CREX et leur RETEX. La qualité ne va pas pouvoir se dédoubler et se mettre dans tous les services. Au sommaire, donc les définitions. On parlera donc du retour d'expérience, le REX, le RETEX, l'organisation, avec l'organisation, l'analyse, on parlera des mesures de protection, qui sont importantes, et la communication. Et puis enfin, on finira sur les outils, donc la boîte à outils. Si on reprend quelques définitions. Alors, l'événement indésirable en lui-même, qu'est-ce que c'est? On va reprendre, hein, la définition, je pense que vous la savez, mais c'est important de revenir dessus à chaque fois. Incident, accident, incident ou dysfonctionnement dont les conséquences
sont ou auraient pu être dommageables pour les personnes accompagnées, les professionnels, les visiteurs ou les biens. C'est une situation qui s'écarte des procédures ou des résultats qui sont normalement attendus, habituellement attendus. Donc c'est en fait vraiment l'événement pour lequel il y a quelque chose qui est inattendu pour le patient. Le dysfonctionnement, c'est quoi, hein? Si on explique un petit peu, c'est une non-conformité, une anomalie, quelque chose qui est pas, voilà, un défaut par rapport à l'organisation qui est normalement prévue. La situation, elle est peu grave, mais elle est récurrente, par exemple aussi. Ça on pourrait, avoir l'exemple du patient des patients qui remontent du bloc opératoire tous ensemble. Ça peut être un dysfonctionnement. Un manque de piluliers dans les services. Heu, voilà, ça peut être aussi l'ambulancier qui est passé, qui fait qui amène une entrée dans le service et qui est pas passé par les admissions. Du coup, l'identité du patient, elle est pas prise. Et puis dans cette définition, on parle aussi d'accident. L'accident, c'est quoi? L'événement qui, a provoqué, un dommage corporel ou matériel. Ça peut être par exemple la chute d'une bouteille d'oxygène. Ça peut être la chute d'un patient ou d'un résident. Ça peut être aussi la chute d'un professionnel. Et puis on a aussi tout ce qui est situation à risque, c'est-à-dire susceptible de provoquer, je vais y arriver, un accident ou un accident. C'est ce qu'on appelle les presque accidents que vous avez ici, donc événements n'ayant pas engendré de conséquences graves pour le patient. Lorsque l'événement, il est, lié bien sûr au patient, une personne accompagnée et qui se trouve dans le cadre d'un soin, alors là, il sera, qualifié d'événement indésirable associé aux soins. Donc là, on est, dans le décret, hein, de 2010, du 12 novembre, 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins, dans les établissements de santé et l'article 61-11-1 qui constitue un événement désirable associé aux soins, tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. Par exemple, on va pouvoir avoir comme événement indésirable associé aux soins une extravasation, une erreur de patient lors d'un prélèvement sanguin, un défaut de calcul de débit sur un antibiotique, un retard de prise en charge, que ce soit, au bloc opératoire, en ville, n'importe où, hein. C'est pas forcément, des événements, qui sont, hospitaliers, hein. Ça peut être tout événement, hein. Ces définitions, elles concernent aussi bien la ville, le médico-social et le sanitaire. Justement, quand l'événement donc là, on parlait d'un problème d'erreur, d'antibiotiques. Quand l'erreur médicamenteuse et l'omission, enfin, en tout cas, quand il y a omission ou réalisation non intentionnelle d'un médicament, on parle là d'une erreur médicamenteuse et donc là, on va être voilà, l'erreur médicamenteuse vraiment sur ce qui implique le médicament et qui peut être à l'origine de l'événement désirable pour le patient. C'est un petit peu ça qui nous amène à nous dire que finalement, Heu, tout ça, c'est un petit peu complexe, hein, la complexité des vigilances, ce dessin, vous le connaissez déjà un petit peu, hein. On montre bien que les événements désirables finalement, bah, c'est une partie et que, dedans, il peut y avoir de la matériau, de l'infectio, des erreurs médicamenteuses, voilà. Tout ça peut se mélanger à un moment ou un autre et pour que parfois, du coup, déclarer un événement désirable grave peut être aussi, une déclaration de pharmacovigilance ou de matériovigilance. Par exemple, un problème avec une pompe, c'est un événement indésirable grave qui peut être ou pas une matériovigilance. Attention, les matériovigilance, c'est pas parce qu'il y a un dispositif médical, une seringue qui va être impliquée que c'est forcément de la matériovigilance. A contrario, un événement indésirable n'est pas forcément un événement indésirable grave, hein. Un événement indésirable, qui est lié à de la matériau, si on reste sur le matériau, ne va pas être forcément un événement indésirable grave à déclarer sur le portail, des signalements de l'ARS. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ça? Quelques chiffres, donc sur le bilan 2020 de la HAS, les pour information, hein, donc les événements désirables graves, dans les déclarations, on est à 83 des déclarations qui sont faites par les établissements de santé, 11 qui sont faites par les structures médico-sociales et 4 par les professionnels de la ville.
Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que, voilà, ça tout le monde rentre dans le système de la déclaration des événements indésirables graves et c'est positif. Forcément, les établissements sanitaires déclarent plus, mais parce qu'ils ont cette culture de la déclaration et qui est imposée depuis déjà beaucoup plus longtemps, donc forcément, il y a plus de déclarations. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est que les secteurs médico-sociaux et la ville, déclarent, maintenant, aussi, plus facilement. Sur ces événements indésirables graves, 80 surviennent lors d'un acte thérapeutique et 12 lors d'un acte diagnostique. 58 arrivent, hein, au cours d'une période de vulnérabilité, c'est-à-dire ça va être la nuit, le week-end, les jours fériés ou pendant des changements d'équipe et selon les équipes, hein, qui ont analysé leurs événements indésirables graves, 56 de leurs événements, des événements déclarés en tout cas pourraient être évitables. Ça veut dire que pour un établissement sur 2 qui a déclaré un événement, un établissement sur 2 dit que son événement aurait pu être évitable. Selon l'étude, ENIS qui a eu lieu, en 2019, 4,4, des EUG, il y a 4,4 EUG pour 1 000 journées d'hospitalisation, donc un petit peu moins, qu'en 2009, ce qui correspond à 4 événements indésirables graves par service pour 30 lits par mois. Loin de ce qui est déclaré, tous les mois, au niveau de l'ARS, hein. Les chiffres ne sont pas là du tout. Les conséquences, elles sont bien sûr sur le patient, avec une augmentation de son temps d'hospitalisation. Des séquelles qui peuvent être réversibles ou irréversibles, des décès et un probable déficit fonctionnel. Pour les professionnels de santé, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a un événement indésirable, qu'il soit non grave ou grave, en tout cas pire quand l'événement indésirable est grave, les professionnels de santé sont touchés, affectés. On dit que ce sont des secondes victimes et il peut y avoir des départs, hein, du coup de professionnels de santé ou des arrêts maladie. Bien sûr, derrière des événements indésirables, il y a aussi des plaintes, des réclamations, des procédures assurantielles et puis, l'image de marque de l'établissement, il faut bien sûr, faut pas l'oublier. Alors on aime bien un petit peu ces questions, de se dire finalement où est-ce qu'on irait, si on devait se faire soigner? Dans un établissement, qui déclare, ne pas avoir d'événements désirables, un établissement qui est connu de l'ARS pour avoir de nombreux événements indésirables déclarés, un établissement a des événements indésirables et sait les rattraper, un établissement qui a des événements indésirables mais qui ne les déclare pas, un événement qui a des activités de recours, un événement qui est reconnu pour avoir les meilleurs spécialistes, un événement qui a une bonne culture qualité sécurité des soins? Bonne question. Ce qu'on peut vous dire de toute façon, c'est que pour l'ARS, c'est important de déclarer. Il ne faut pas trop déclarer, il faut déclarer ce qui doit être déclaré sur le portail et ne pas déclarer, pour eux, c'est aussi, une alerte. En tout cas, à partir de là, hein, ça on est bien parti sur le sujet qu'il faut déclarer et donc avoir des déclarations et comment on fait pour avoir des déclarations? Et ben, l'établissement, doit prévoir une organisation interne qui est connue, validée et qui va être connue, des professionnels de santé. Cette déclaration, elle peut être soit sur un logiciel interne ou papier, hein, ça se fait encore un petit peu sur le papier, mais il faut de plus en plus tendre vers le logiciel parce que c'est quand même beaucoup plus facile, à gérer pour vous. Donc selon une procédure qui est établie en interne et vraiment communiquer aux établissements, enfin en tout cas en interne, à vos professionnels qu'il faut tout déclarer, tous les événements, qu'ils soient sentinelles, précurseurs, les presque accidents, comme les événements, indésirables. En tout cas, il faut déclarer. Et puis, donc l'établissement aussi doit aller vers le signalement, à vraiment favoriser le signalement en interne par tous les professionnels, qu'ils soient médicaux, paramédicaux et même techniques. Rappel des impératifs, les événements désirables doivent être déclarés de façon anonyme, avec confidentialité, respect et bienveillance, et on n'oublie pas l'information du patient. Ce qui est important dans ces événements, dans ces fiches d'événements désirables, quand on les rédige, c'est de ne pas faire de la délation. Le but des événements désirables, c'est de ne pas d'être sanctionnant. Dans la procédure, c'est important que les événements désirables soient analysés par des pairs
et que ça profite à tout l'établissement. Pour tendre vers ces impératifs, il existe la charte d'incitation à la déclaration qui doit être validée en CME par la direction des soins, en tout cas connue et portée par la direction. Si on reprend les objectifs de la déclaration en interne, c'est vraiment identifier les risques, voilà, que ce soit les événements indésirables ou les presque accidents et je dirais même des fois déclarer plus les presque accidents pour éviter qu'on arrive à l'événement indésirable. Mettre en place des actions de prévention et éviter que ça se reproduise ou limiter les conséquences. C'est vraiment ça les buts du rétex. Alors le retour d'expérience, justement, quelle que soit la gravité de l'événement, c'est important de l'analyser. Quand un événement indésirable, est déclaré, hein, donc c'est une déclaration en interne, les traitements la fiche va être, qualifiée, traitée par la cellule qualité et puis, selon la procédure, la fiche va être traitée soit en CREX. Enfin, en tout cas, elle va partir en CREX, hein. L'idée, c'est que vraiment les services, heu, aient, l'ensemble de leurs événements désirables, qu'il y ait un petit comité de retour d'expérience et que avec, tout ce qui est, bien sûr, charte de fonctionnement, la composition de ce comité de retour d'expérience, qui va participer et lors de ces comités de retour d'expérience, on regarde l'ensemble des événements indésirables qui sont analysés, qui ont été déclarés, qui sont analysés et on va analyser l'événement indésirable qui est le plus grave avec, les acteurs qui sont là et qui sont concernés par l'événement. On en tire également un plan d'action. On ne fait pas une analyse sans avoir derrière de plan d'action. Donc ça va être en fait le REX ou RETEX. Les 2 noms existent. Ces REX, doivent être, utilisés, hein, repris, dans le bilan annuel de gestion des risques et puis également apparaître dans le bilan des événements désirables, qui va être, fait, au niveau de la CDU. Voilà. Différentes, méthodes, hein, de faire des REX, hein, ça va être soit la RMM, soit, avec les remèdes, hein, quand c'est plus, médicamenteux, soit la méthode Orion, soit la méthode alarme. C'est vrai que la l'AHS recommande la méthode alarme. Mais après, rien ne vous oblige à utiliser celle-ci si vous avez l'habitude d'en utiliser d'autres. On n'oublie pas le patient. Quand il y a un événement indésirable, on n'oublie pas de patient. L'information du patient et de la personne de confiance, si celle-ci a été désignée et on fait, l'annonce du dommage. Dans la procédure de l'HS d'annonce du dommage, on qui peut vous aider, hein, il est spécifié qui peut faire l'annonce, comment la faire, ce qu'il ne faut pas dire. En tout cas, il y a vraiment des recommandations, des outils qui sont, proposés dans cet outil d'annonce du dommage associé aux soins aux patients. Mais ça, c'est une étape importante, souvent oubliée. Et puis, bien sûr, on informe le patient sur ses droits, le droit d'avoir une médiation, le droit de savoir ce qui s'est passé. On n'oublie pas de tracer dans le dossier patient les informations qui ont été délivrées, qui sont délivrées aux patients. Heu, Important aussi, hein, de demander le blocage de la facturation selon ce qui s'est passé parce que c'est quand même assez désagréable quand il s'est passé quelque chose de grave que la famille reçoive, la facture, hein. Donc ça arrive et c'est toujours, très mal vécu. Et puis on propose aussi, un rendez-vous à J8, à J30 du patient pour voir un petit peu, où est-ce qu'il en est et comment ça va. La parole du patient, elle est importante aussi à recueillir, hein. Vous savez maintenant que l'on peut, faire, on peut recueillir la parole du patient avant la réalisation des retours d'expérience pour avoir son point de vue, savoir un petit peu lui comment il voit les choses et ce qui et sa chronologie des faits, hein, comment il la rapporte, lui, la chronologie des faits. L'idée, c'est d'avoir vraiment un regard croisé, sur ce qu'ont vécu les soignants, ce qu'a vécu le patient et puis de visualiser, voilà, l'ensemble du processus. Dans un rétex, il y a des différents acteurs, enfin, pas que dans le rétex en lui-même, mais le rétex dans un établissement de santé, c'est plusieurs acteurs. Chaque acteur a sa place et son rôle important, notamment donc déjà au niveau de la direction et l'encadrement avec, qui est le pilier, hein, de la démarche.
qui est là pour valoriser la culture du rétex dans les établissements, et qui va proposer, tout ce qui est, les moyens, désigner le référent, heu, hem, j'ai pas de enfin voilà, qui porte la démarche en fait. Le pilote, donc le pilote qui va être garant de la conduite du rétex, qui va s'occuper aussi de vérifier les conduites de projet, de sensibiliser, les professionnels, voilà. Il y a l'équipe rétex en elle-même qui contribue aux travaux, du rétex et qui va être là pour aussi apporter des éléments. Pour analyser l'événement, enfin, apporter des consignes pour analyser l'événement, s'assurer en fait que le recueil des de la chronologie, est complet et adapté et qu'il ne manque pas d'éléments particuliers. Les professionnels bien sûr qui ont vécu, l'événement et qui vont rapporter, toutes les données, et la chronologie des faits. Et puis il peut y avoir des partenaires, extérieurs qui peuvent aussi apporter leur point de vue sur certaines, situations particulières. Parfois, on peut avoir besoin d'experts. Le retour d'expérience, heu, c'est quoi et pourquoi? C'est vraiment partager une vision commune de l'événement, pour que la vision elle soit globale. Ça, c'est vraiment important que la vision soit globale. On identifie les pistes de progrès, pour, ça pour évaluer, voilà, on regarde quels sont les points négatifs, qu'est-ce qui a pas bien marché pour pouvoir mettre en place des axes d'amélioration. C'est vraiment l'objectif le plus important ça, hein, de repérer les axes d'amélioration, même si, c'est pas forcément le plus facile, hein. Ça va être la partie finalement la plus sensible parce que, voilà, c'est pas forcément facile de dégager les points de dysfonctionnement, et d'où l'importance de rester vraiment impartial. La démarche du rétex, elle ne doit pas apparaître comme une sanction, ça c'est aussi très important. Et puis il faut mettre en avant, qu'on attend vraiment à améliorer les pratiques. Il faut savoir repérer les vulnérabilités pour les corriger, renforcer les liens entre les acteurs et les partenaires. Ça, c'est vraiment important aussi quand l'événement concerne plusieurs, acteurs, hein. Il faut vraiment que tous les acteurs, heu qui ont travaillé dans la prise en charge du patient soient vraiment intégrés à l'analyse de l'événement indésirable, pour qu'on se rende vraiment, compte de la réalité de ce qui s'est passé. Et puis important aussi de repérer les points positifs et de les capitaliser, afin de porter à la connaissance des différents acteurs, tout ce qui s'est passé. Il y a aussi tout ce qui est, reconnaître le travail de chacun, en facilitant, la résilience, hein, finalement, c'est plus facile aussi, quand on se rend compte qu'on n'a pas tout, parce que enfin voilà, en général, l'idée dans un événement indésirable, c'est que l'agent va se dire qu'il a tout, il a rien réussi à faire et que c'est de sa faute. Donc vraiment mettre en avant les points positifs, c'est aussi une façon pour lui de l'aider, dans la résilience. Et puis c'est aussi une façon pour la hiérarchie de prendre acte de l'investissement des acteurs qui ont, travaillé, qui ont essayé de faire en sorte que l'événement, ne soit pas aussi grave que enfin voilà, que ça n'aille pas, au plus grave. Valoriser le travail de chaque acteur et puis, dégager bien sûr donc ce qu'on disait tout à l'heure, outre dégager les points négatifs, c'est aussi dégager les points positifs. Alors bien sûr, sans tomber dans l'excès aussi de l'autocongratulation. Si on est un petit peu plus, pragmatique, il y a toute l'organisation logistique aussi du rétex avec, l'importance d'avoir une salle pour assurer la confidentialité de l'analyse de l'événement. Est-ce que cette salle aussi, elle soit d'accès facile? C'est vrai que plus on va être loin du service de soins, plus ça va être difficile pour les soignants de se libérer, hein. On sait que voilà, au niveau des RH, c'est assez tendu. Donc, plus la réunion va être proche du lieu de travail, mieux c'est pour le soignant. Il est important d'avoir tout le confort technique, hein, l'accès au réseau Wi-Fi, le vidéoprojecteur, parce que l'idéal, c'est vraiment de passer la chronologie des faits sur un écran pour que tout le monde puisse voir au même moment la même chronologie.
Choisir un jour et un horaire qui permet vraiment un maximum d'acteurs d'être présents, communiquer et même faire des rappels sur le jour de l'analyse et puis inviter si besoin des experts. Avant de se lancer donc, dans l'analyse de l'événement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'important aussi c'est le patient. Donc avant de se lancer dans l'analyse, on s'assure que les actions immédiates ou de sauvegarde ont été faites, par rapport au patient et puis, par rapport aussi, au rapport circonstancié, hein, pour qu'on n'oublie pas les faits. On s'assure que le patient, le résident, la personne des compagnies a été informé, donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'annonce du dommage associé aux soins. On vérifie qu'il s'agit bien d'un événement désirable associé aux soins en se référant à la définition et puis on s'assure que la gestion des professionnels, comme je vous disais tout à l'heure, seconde victime, a été mise en place. Ensuite, on prépare les éléments factuels de la réunion avec un recueil des données du dossier de terrain, de dossier de soins, pardon, et puis un recueil des témoignages en cas d'absence de la personne concernée pour le rétex, hein. Si la personne ne peut pas venir, hein, parce qu'elle va être en arrêt de travail ou parce qu'elle ne peut pas venir pour des raisons professionnelles, enfin voilà, on fait vraiment en sorte de pouvoir recueillir son témoignage auparavant. Avant de commencer le rétex, on rappelle les éléments importants, orientation du débat vers la recherche d'un fautif et non vers l'analyse d'un pro ouais et non vers l'analyse d'un problème. Voilà, on ne recherche pas de fautif, hein, ça c'est vraiment, contre-productif. Ne pas rechercher la culpabilité, ni les erreurs de quelqu'un, c'est vraiment l'ensemble, de la chronologie qui fait qu'il y a un ensemble d'éléments qui tendent vers l'événement désirable. Mais en tout cas, c'est pas, une faute de quelqu'un. On identifie les causes qui ont favorisé cet événement indésirable et on met en place des actions de prévention. C'est facile à dire, mais pas forcément toujours facile à faire. Il faut vraiment éviter l'ambiance conflictuelle parce qu'on n'arrivera à rien dans l'analyse. Donc vraiment bienveillance, l'engagement aussi, hein, de chacun, à vouloir tirer, parti profit de cette situation, à vouloir tirer parti de tirer des enseignements de la situation. Si, on n'est pas dans cette, optique, ça va être compliqué d'avancer dans le rétex. Donc pendant le rétex, on recueille les informations sur le déroulement des faits, vraiment le plus précis, possible, hein, heu avec, au regard de tous les éléments du dossier de soins qu'on peut avoir et au regard de la parole du patient si on a pu l'avoir et puis des soignants qui étaient présents. On reprend les éléments du contexte, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'événements indésirables arrivent sur des périodes de nuit, de week-end, donc ça c'est important aussi de les signaler, hein, donc à quelle heure ça se passe, quand est-ce qu'on est, est-ce qu'il y a un changement d'équipe, voilà tout le contexte qui peut être enfin qui peuvent rentrer dans cet événement indésirable. Quelles sont les conséquences immédiates, différées ou potentielles, et quelles ont été les actions résultantes? On établit la chronologie des faits la plus exacte possible, la plus précise possible, avec le témoignage de chacun, c'est ce que je vous disais juste avant. Et puis on analyse les causes immédiates et puis les causes profondes en utilisant, les grilles telles, que la grille Agir, Orion, Remède en fonction de ce qui vous est le plus, facile à utiliser. Très important, les faits, rien que les faits. On ne reprend pas dans le rétex des éléments qui ne sont pas des faits. Et puis bien sûr, on utilise tout ce qui est référentiel pour s'assurer enfin pour que l'analyse soit la plus, complète possible. La grille alarme, pourquoi aller dans cette grille alarme? Parce que vraiment elle permet de recueillir en profondeur, hein, c'est pour ça qu'on dit analyse profonde, tous les dysfonctionnements. Alors, par exemple, on va, voir les dysfonctionnements qui peuvent exister, du côté du patient. Est-ce que c'est un patient, qui est,
enfin voilà, polypathologie, est-ce qu'il y a un état de santé, compliqué? Est-ce que, il a beaucoup de médicaments qui peuvent aussi, compliquer la prise en charge? Est-ce qu'il y a des facteurs sociaux ou familiaux qui peuvent, compliquer, ou des relations conflictuelles dans la famille ou avec l'équipe, hein, et qui mettent à mal la prise en charge? Au niveau des tâches à accomplir, est-ce que, donc là, c'est tout ce qui est protocole, résultats d'examen. Est-ce que, est-ce que les rôles de chacun ont été définis, dans la prise en charge, du patient? Surtout, des fois quand, je sais pas sur ma bonne page, c'est bon. Alors oui, voilà, est-ce que les résultats d'examen, étaient à disposition, hein, quand il a fallu, prendre la décision pour le patient? Est-ce que, on avait des outils d'aide à la décision ou est-ce qu'il manque des outils d'aide à la décision? Peut-être un matériel type un électrocardiogramme pour, faire un diagnostic particulier? Est-ce que, il y a une définition des tâches qui est bien, définie? Par rapport, par exemple, dans des prises en charge, pluridisciplinaires, où on peut penser que le chirurgien fait ça, le médecin référent fait ou pas et finalement, au bout du compte, on ne sait plus, qui fait quoi et ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est important. On va regarder aussi du côté de l'individu en lui-même. Est-ce qu'il a des qualifications ou des compétences, suffisantes? Peut-être que c'est un intérimaire, peut-être que ça peut être, hein, des fois, une ancienne infirmière, hein, qui peut avoir plusieurs années d'expérience, mais qui a changé de service ou d'établissement et du coup les procédures sont plus les mêmes et elle ne les connaît pas. Donc ça, c'est important aussi, hein, des fois de faire attention à ça, hein, aux anciennes infirmières qui n'osent pas forcément dire aux nouvelles qu'elles savent pas finalement, parce que, les tubes sont différents, parce que le téléphone n'est pas le même, enfin voilà. Heu, donc ça c'est voilà, ou, voilà, il y a eu une urgence, dans le service, elle ne savait pas où est le chariot d'urgence, hein, par exemple, ça c'est des choses qui arrivent également. On regarde toute la partie équipe. Est-ce que la communication entre les professionnels, elle est efficiente? Ou est-ce qu'il y a eu, justement un problème de communication? Je pense à un événement indésirable, lié à un défaut de matériel, enfin un manque de matériel, où effectivement, il a été dit, oui, qu'il manquait du matériel, mais sans plus, sans transmission vraiment précise et puis, voilà, au bout d'un moment, ben, on se retrouve face, au manque de matériel et la prise en charge n'a pas pu être, faite comme il fallait. Donc, voilà, ça peut être, tout simplement, au départ, par rapport à un manque de communication. Il y a aussi toute la partie environnement de travail. Est-ce que, les locaux sont adaptés par rapport à la prise en charge? Est-ce qu'on a les fournitures ou l'équipement qui est adapté? L'informatique aujourd'hui, c'est vrai que, le fait d'avoir, mis en place l'informatique, bah, ça a créé aussi, beaucoup de problèmes de connexion ou d'interconnexion entre les logiciels qui peut parfois mettre, en danger ou en tout cas être responsable d'événements indésirables ou d'événements porteurs de risques, hein. C'est pas forcément des événements désirables. Ah voilà, voilà, ça peut être tout ça. L'organisation, le management, voilà et puis tout ce qui est, politique, contexte institutionnel avec les politiques de santé, les déserts médicaux par exemple, hein, voilà. Bon, on va vraiment analyser tout ça, chaque critère en profondeur pour pouvoir, voir un petit peu où est la difficulté. Alors moi, j'aime bien compléter cette, grille alarme avec les 5 pourquoi. Pour vraiment aller au fond du problème, hein, par exemple, l'agent qui va dire que, hem, dans l'événement indésirable, il n'a pas utilisé la procédure, bah, voilà, faut pas s'arrêter à là et se dire: «Bon, ouais, OK, manque de formation sur les procédures». Non. Pourquoi il n'a pas utilisé la procédure? Beh, parce qu'il sait que finalement dans la procédure, celle-ci elle est pas adaptée parce que, il faut une sonde, comme ça et puis la sonde qu'il avait à disposition, c'est celle-là. Donc ça sert à rien qu'il la donne dans la procédure, vous voyez? Donc à force de dire: «Pourquoi?» pourquoi il a pas la bonne sonde? Bah, parce qu'il y a un défaut de commande et là finalement on n'arrive pas sur, reformer les professionnels ou, à où sont rangées les procédures. C'est reformer les professionnels sur comment on fait une commande. Vous voyez la problématique finalement, elle va être différente. Donc c'est pour ça, voilà, de compléter la grille alarme avec les 5 pourquoi. Je trouve que des fois ça permet vraiment de pousser au plus loin dans le dans la réflexion, dans l'analyse.
tous ces facteurs, hein, du coup, hein, organisationnels, le patient, l'environnement, les contraintes réglementaires, voilà, tout ça va finalement nous amener à des erreurs de planification, des erreurs de diagnostic, des erreurs d'exécution, d'oubli ou de maladresse, et cetera, qui vont aller vers l'événement indésirable. Alors il y a tout plein de petites barrières, hein, que les soignants, médicaux, paramédicaux, peuvent faire en sorte avec ces barrières le l d'arrêter l'action qui est en cours pour ne pas aller jusqu'à l'événement désirable. Mais malheureusement, des fois les barrières, elles sautent et on arrive à l'événement désirable. Alors c'est quoi en fait ces barrières? C'est, l'infirmière qui va se rendre compte, voilà, qui a préparé son traitement, qui arrive en chambre et au moment où elle va faire l'injection, elle se rend compte qu'elle a pas pris la bonne ampoule, voilà. Il y a eu une barrière qui fait qu'au moment de l'injection, elle a recontrôlé son traitement et elle se rend compte qu'elle se trompe. Mais malheureusement, des fois, donc cette barrière, elle saute parce que, par exemple, il y a une interruption de tâche par le patient dans la chambre qui va parler avec l'infirmière, hein, et paf, elle recontrôle pas son traitement et elle passe le mauvais traitement. La barrière d'atténuation, c'est donc ce qui va être fait derrière par l'infirmière pour limiter le la conséquence de cette erreur d'injection. Alors, c'est ce que je vous disais là juste avant, la barrière de protection va permettre d'analyser si les barrières, parce qu'en général il n'en existe pas qu'une, elles ont fonctionné. C'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, valoriser les points positifs. C'est là, hein, c'est vraiment cet endroit-là où on est, de se dire: «Bah oui, ça, l'infirmière, paf, elle a bien revérifié, sa prescription juste avant l'injection, donc du coup, elle s'est arrêtée». Hop, on valorise. Par contre, c'est pas pour autant qu'on n'analysera pas l'événement désirable parce que qu'est-ce qui a fait que l'infirmière a failli, faire une mauvaise injection? D'accord? C'est pour ça que des fois, moi je dis aux équipes que c'est important de déclarer les événements porteurs de risques parce qu'ils mettent parfois en avant des choses qui se font tous les jours par les soignants, mais qui apprennent à vivre avec, en fait. Et on arrive à vivre avec les événements porteurs de risques, en gros, hein, en se disant: «Bah, c'est bon, ouais, c'est comme ça tous les jours». Donc c'est pour ça qu'il faut les déclarer pour les travailler. Donc là, on est vraiment dans l'analyse de cette mesure qui a fonctionné pour valoriser ce qui est fait et puis revoir ce qui n'a pas bien fonctionné. 2 types de barrières de protection, les barrières de récupération, comme je vous disais juste avant. Donc là, la barrière de récupération, c'est elle détecte, elle identifie et elle corrige. Par exemple, le patient il est somnolent, sa saturation d'oxygène, elle baisse, on est sur de la détection. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle regarde, elle cherche, elle analyse. Ah oui, le patient, il est sous morphine. Elle identifie donc l'effet secondaire de surdosage en morphine. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, elle demande à faire baisser la posologie de la morphine, voire même d'injecter de la naloxone. Bien sûr, elle voit ça avec son médecin. La barrière d'atténuation, là, on va être sur l'événement, il a eu lieu et on va mettre en place les mesures qui vont limiter la conséquence. Par exemple, elle a fait une erreur d'injection, elle va appeler du coup, le spécialiste pour savoir ce qu'elle peut faire, voire même aller chercher le chariot d'urgence vitale, appeler le 15 si besoin. Si c'est un problème de surdosage en AVC et que le patient il a une hémorragie, refaire un transfert au bloc pour une reprise en charge. Enfin voilà, donc tout ça on va limiter pour éviter, le décès du patient malheureusement, hein. Souvent, rien ne sert d'ajouter des mesures barrières en plus. Ça va être souvent des mesures barrières qui sont finalement, heu, incomplètes ou plus d'actualité. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple aussi, jusqu'à maintenant, on faisait toujours les sondages avec des sons de telle marque. Il y en a plus. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? On utilise ça, on remet à jour la procédure. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, on a réactivé le chat, hein, n'hésitez pas, à poser vos questions via le chat. Cédric, tu parles, je crois, mais je t'entends pas moi. Pardon, excusez-moi. Avec mes excuses, je ne sais pas si on m'entend bien? Oui? Non, il y a pas de questions, tout le monde dit que c'est très clair. Moi, j'ai peut-être une petite question, comme ça qui me vient. Est-ce que, au moment où on fait l'analyse, est-ce qu'on conserve une copie de la RMM ou de la grille alarme? Est-ce qu'on la glisse dans le dossier, par exemple, du patient? On en parlera après, monsieur Corvoisier. D'accord.
C'est la fin. Mais oui, oui, c'est une question très, très importante. C'est pour ça que je l'ai mise sur une des diapos parce que c'est quelque chose de vraiment important à savoir. Alors, parce Je qu'on a la crois. question, qui suit avec, hein: «Quelle est la place du patient dans l'analyse? Quelles préconisations, nous feriez-vous?» Alors, pour ma part, hein, le patient c'est important de recueillir la parole du patient, mais, je ne pense pas qu'il soit conseillé de faire venir le patient au rétex. Je pense pas que ça aidera, déjà pour lui parce que le vocabulaire ne sera pas adapté, il risque de encore moins comprendre ce qui se passe. Les paroles vont pas forcément se délier au niveau des médicaux et paramédicaux, donc l'analyse pour moi elle sera pas complète. Alors il y a une autre question, il n'y a pas de recommandation d'obligation, mais, avez-vous des retours sur le nombre approximatif de CREX à réaliser sur une année? Alors non, et pour la simple et bonne raison, c'est que, c'est secteur dépendant et c'est, culture qualité dépendant de l'établissement. Après, on pourrait quand même se poser la question, 4 IGS, sur une semaine pour, 30 lits, ça veut dire qu'au minimum, il faudra en faire une par semaine. Vu qu'on en détecte au moins la moitié, voilà. Alors on sait très bien que c'est pas faisable. Je dirais que, si on veut entretenir une culture, une par trimestre, c'est bien et puis il faut aller toujours du plus simple vers le plus compliqué. Donc il faut commencer sur des presque accidents ou des événements, peu graves. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu, Noël, si tu Oui, c'est souhaites ce que j'aurais compléter? dit. Oui, c'est ce que j'aurais dit. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est important d'arriver déjà à faire déclarer aux soignants les presque accidents. Parce qu'ils ont beaucoup de Mmh. difficultés à Mmh. déclarer les événements indésirables parce que, bah, ils se sentent coupables, ils se remettent, en question sur leur travail et cetera. Donc si déjà on arrive à travailler avec eux les presque accidents, tout doucement la culture de Mmh. déclaration de l'événement désirable en lui-même, ça va aider aussi. Et c'est plus facile d'analyser en équipe un presque Mmh. accident qu'un événement désirable. Ensuite, oui, savoir s'il y a un chiffre, c'est compliqué parce que moi j'ai en tête, plusieurs, fiches, voilà où c'est toujours la même problématique qui revient et pour autant on va pas faire un rétex de chaque fiche. On va se rendre compte que c'est un problème global, les 10 fiches, on va les mettre ensemble et on va faire une analyse. Donc on peut même pas dire qu'il y ait une corrélation ou un pourcentage, en fonction du nombre d'événements désirables déclarés dans l'établissement. Mmh. Donc c'est assez compliqué, ouais. Mais c'est vrai qu'après si on fait des CREX et que lors des CREX, on analyse au moins une fiche, je pense que si on part d'un CREX par service, Mmh. par, trimestre, c'est déjà bien parce que ça veut dire que tous les 3 mois, on analyserait, C'est une ça. fiche et on aurait aussi le regard sur les allez, disons que sur un service, il y a 6 fiches de déclarées, on voit quand même les 6 fiches, même si on n'analyse pas en profondeur les 6 fiches. Ça permet quand même au cadre et à l'équipe d'avoir en tête: «Ah oui, tiens, il y a quand même eu ça déjà de déclaré». C'est ça, d'avoir, la température du service, en fait, quelque part sur les Oui. points à régler. Mmh. Je vois une question: «Tous les événements indésirables sont à déclarer au patient avec ou sans dommage pour le patient?» Bah, s'il y a pas de dommage pour le patient, c'est pas un événement indésirable. Alors après, tous les EI sont à déclarer effectivement lorsqu'il y a eu un dommage patient, ils sont à communiquer au patient, hein. Ce qu'on appelle alors les Canadiens appellent ça une annonce franche et ouverte. Voilà, quel que soit, qu'il y a eu, un impact, direct ou indirect au patient, il faut lui dire de façon neutre et objective pour le meilleur, Excusez-moi. accompagnement. Alors, je vois une autre question. Vous nous dites de ne pas inviter les patients, or cela a été alors ça a été recommandé lors de notre visite de certification. Les représentants d'usagers ne suffisent pas. Il faut des patients, nous ont-ils dit. Alors là, vraiment, c'est expert visiteur dépendant. Là, sur l'un des derniers guides Mmh. et notamment de la FORAP, hein, il n'est pas préconisé de, faire l'analyse de risque avec, le patient et les professionnels de soins, mais par contre, il peut être préconisé de recueillir, alors ça dépend, hein, La c'est au vie. cas par cas, hein, les risques sont unitaires, hein, mais indissociables de l'ensemble du système et donc il faut, dans certains cas, vous pouvez recueillir, la parole du patient en termes d'expérience. Et puis dernière question avant qu'on poursuive. Effectivement, sur la plateforme des événements indésirables graves, il n'y a plus le cas des erreurs médicamenteuses. Alors si, ça existe, elles y sont encore, mais il y a eu un choix qui a été fait par, le ministère d'abord de mettre en avant les principaux, risques, de mettre en avant les principaux risques qui étaient ressortis lors de l'analyse de 2020 à, 2022.
Donc en fait, dans le menu, vous verrez, dans le menu, vous trouverez bien erreur médicamenteuse sur la suite. Donc voilà. Et puis effectivement, C'est une plus des dans la collègues a première dit page. pardon? Je Excuse-moi, disais Nicole. oui, effectivement, c'est plus sur la première Oui, page maintenant, faut mais ça reste changer dans de le menu déroulant. Et puis, une des collègues, elle a dit: «Je vous rejoins, il est même question de faire intervenir des patients experts, effectivement dans, certaines analyses de risques». Effectivement, l'HAS, préconise, mais pour le moment, effectivement, ce ne sont pas forcément des choses, parce qu'on n'a pas tous des patients experts ou des patients partenaires, et puis 2, chaque risque est unitaire, donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Donc là, on est vraiment, pour le moment, expert dépendant. Bien, bah, c'est très riche. oui, On peut continuer, Noël? donc voilà pour les mesures barrières. Dans la slide suivante, on vous met à disposition, un exemple, hein, de fiche, rétex que nous, on utilise sur le, je me rends compte que j'ai pu attendez, excusez-moi du coup. J'ai le lien qui ne fonctionne pas. On va aller le rechercher. C'est la journée des liens. Ça ne veut pas C'est la journée aujourd'hui. des liens, oui. Ouais, Alors, ce matin déjà. l'ensemble des outils et notamment là des fiches Retext vous seront, Retex et pas Retex, pardon. L'ensemble des fiches et des outils vous seront transmis, donc à l'issue du webinaire en format, papier, en format, modifiable, et donc on vous les transmettra donc, à la fin de cette intervention. Du coup, il faut que je change mon partage. Hop. Attendez, je vais pas faire comme ça. Alors je vais Si, un je petit vais peu faire comme ça. meubler, Ouais, vas-y. effectivement. Donc là, il y a le docteur Boulanger qui nous a rejoint. Alors c'est la correspondante régionale sur l'hémovigilance. Merci docteur. Oui, effectivement, si on revient sur l'une des diapos, et j'ai noté, c'est la diapo 10, vous le verrez que, les événements indésirables graves, des fois, sont à travailler avec les vigilants, et notamment, dans le cas de la sécurité transfusionnelle. Ce n'est pas que le matériel, mais ça peut être aussi, des fois, des défauts de bonne pratique ou de communication, et donc là, on est à mi-chemin entre, l'analyse de type, risque associé aux soins, mais aussi la partie sécurité transfusionnelle, et donc du coup, ces analyses se font en binôme avec, le médecin, correspondant sur la vigilance, et puis, le modérateur sur le risque associé aux soins, et donc effectivement, il faut inviter l'ensemble des vigilants lorsque c'est utile, matériaux vigilants, pharmacovigilants, et cetera, et là, hémovigilants dans le cadre de la sécurité transfusionnelle et produits dérivés du sang. Bon, je vais faire autrement parce qu'il veut pas aller chercher. Bon, on va faire autrement. Tac. C'est parfait, on voit bien. Ouais, il veut pas le prendre sur le bureau, c'est pas grave. Donc là, voilà, un exemple de fiche, rétex que nous, on utilise et qu'on vous mettra dans les outils. Donc bien sûr, donc reprendre, le compte rendu de l'AFEI, voilà, concerné. La date de la RMM, du CREX, enfin voilà, après à vous de voir, EMED, enfin voilà. Qui est présent, un résumé de l'événement et après la chronologie des faits très précise, hein, comme je vous disais tout à l'heure. L'analyse des conséquences, hein, quelles ont été les conséquences immédiates, pour le patient, reprise en urgence au bloc opératoire et quelles sont les conséquences futures ou potentielles? Le patient, va avoir, malheureusement une poche de colostomie par la suite. Voilà, là c'est vraiment des exemples, hein. L'analyse des causes, comme je vous disais tout à l'heure, donc, la cause immédiate, c'est, un surdosage en AVK. C'est vraiment une situation inventée, hein. Je ne sais pas du tout si ça peut être, réel ou pas. En tout cas, voilà, analyse des causes, on a un surdosage en AVK et les causes profondes. Donc vous reprenez tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour le compte rendu, vous n'êtes pas obligé de reprendre, l'ensemble des cases, hein. Vous pouvez juste marquer en face ce que vous avez relevé et enlever bien sûr toutes les petits, commentaires. Ça, c'est pour vous aider
au cours de l'analyse, pour pas être en difficulté et bien penser à voir tous les éléments d'analyse, pardon. Voilà. Ensuite, on reprend donc jusqu'aux facteurs liés institutionnels et le système de signalement. Et ensuite, on reprend l'analyse des mesures barrières qui ont été mises en place ou qui ont fonctionné ou pas fonctionné. Ça, c'est un outil de la HAS, hein, donc rien n'est inventé. On reprend vraiment ce qui existe au niveau de la HAS. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? L'infirmière s'est arrêtée au moment de l'injection, hein, si on reprend l'événement tout à l'heure de les presque risques d'injection d'un mauvais traitement. Ou alors elle a appelé du renfort et puis qu'est-ce que ça peut être? Le patient a repris en charge au bloc opératoire. Enfin voilà, tout ce qui peut être mis et puis des fois ça peut être elle a pris la procédure mais ça n'a pas marché, hein. Donc efficacité non. Voilà, elle a bien utilisé la procédure ou l'arbre décisionnel, mais voilà, une prise en charge, l'IAO, elle a un patient qui arrive, elle fait, l'analyse, en fonction de la température, de la tension du patient et cetera. Tout va bien, elle le classe en catégorie 1, finalement, il y a un problème derrière et la procédure, bah, elle n'a pas été efficace parce qu'il y avait, quelque chose qui n'est pas, checké dans la feuille d'accueil de l'IAO, par exemple, hein, voilà. Alors est-ce que l'événement était évitable ou pas évitable? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, finalement dans les événements indésirables, 56 étaient reconnus comme évitables par les établissements de santé, c'est cette partie-là. Et puis, les mesures d'accompagnement, des professionnels. Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement des professionnels ou ou un accompagnement du patient en lui-même? Et derrière, enseignement, c'est en gros, finalement, votre plan d'action. On l'appelle enseignement, mais c'est vraiment votre plan d'action avec qui fait quoi, qui est le pilote, ça c'est très important, et l'échéancier. Quand vous renvoyez, à l'ARS votre volet 2, si c'est un événement désirable grave, n'oubliez pas la case, elle n'est pas très bien, elle n'est pas précise, mais dans votre plan d'action, en fait, on voit juste, quelles sont les actions, qui vont être mis en place et n'oubliez pas de mettre l'échéancier. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient également de l'ARS, hein, le manque d'échéancier. Voilà un petit peu pour la feuille, le compte rendu qu'on peut vous proposer. Comme je vous disais, on reprend les recommandations de l'HAS. Je vais reprendre PowerPoint. Qui est parti? Là. Voilà, donc ça c'est l'exemple de Retex. Heu, les leviers, on voulait réinsister sur ça, les leviers pour le succès de votre Retex, c'est la coordination par un professionnel qui est formé à l'analyse approfondie des causes. Donc à la méthode alarme. Une répartition des rôles, je vous en parlais tout à l'heure, des rôles, mais ça c'est vraiment important, hein. Il y a un responsable, on sélectionne les cas, hein. S'il y a 6 événements désirables qui ont été déclarés, au cours du rétex, on parle de ces événements et on les cote et on en choisit un qu'on va analyser, mais on choisit, ensemble. Il y a un pilote de l'analyse, une secrétaire de séance. On n'oublie pas des pilotes et des échéanciers pour les plans d'action. L'important aussi, c'est tout ce qui est information et implication de l'encadrement. C'est vraiment, une culture qu'il faut, instituer dans le service, dans les équipes et l'implication de l'encadrement, c'est important, avec cette démarche qui est inscrite dans des principes de culture juste. On est vraiment dans l'idée qu'on est là pour apprendre et derrière, on ne fait pas une usine à gaz, on va vraiment vers des objectifs qui sont clairs. On recueille des faits qui sont, bien sûr à chaud, hein. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de faire le rapport circonstancié. Vraiment, il faut recueillir les éléments à chaud et même et voilà et après les reprendre à froid pour vérifier que qu'il ne manque rien. Mais vraiment les 1ers éléments, c'est vraiment à chaud qu'il faut les prendre. Même si, l'équipe est bouleversée, même si c'est compliqué, il faut commencer quand même à recueillir les éléments.
Il y a une combinaison des sources de données, hein, on regarde le récit des professionnels, le récit des usagers, le récit de tous les professionnels concernés et puis on regarde au niveau des recommandations de bonnes pratiques, qu'est-ce qui est, conseillé? On met en avant et on valorise les bonnes pratiques, ça je vous le dis et je vous le redis depuis tout à l'heure et c'est-à-dire qu'on met en évidence ces actions de prévention, de récupération qui ont fonctionné et puis on met en place, un suivi et puis, enfin voilà, on met en place un plan d'action et son suivi. Si on fait pas, si les plans d'action sont pas suivis, on va décourager les équipes dans les rétex. En fait, ils vont venir une fois, 2 fois, 3 fois l'analyse et puis après ils diront: «Bah, ça sert à rien d'y aller parce que de toute façon, il y a rien qui aboutit derrière». Archivage et traçabilité, monsieur Corvoisier. Donc toutes les analyses font l'objet d'un compte rendu, hein, ça c'est important, c'est ce que je viens de vous montrer, et qui sont à archiver avec la feuille d'émargement. Mais tous ces documents, ils doivent être anonymisés et surtout pas mis dans le dossier du patient. Ça, ce sont des documents qui restent au niveau de la cellule qualité, heu au sein du service, c'est aussi, hein, ça peut être, utile, mais aucunement dans le dossier du patient et on anonymise bien, hein, on doit alors c'est sûr, hein, que dans un établissement ou dans un service, on peut vite reconnaître qui est impliqué, hein. Si on parle, dans le service de maternité, il y a eu, tel problème, forcément qu'on va savoir, qu'il y a pas 15 000 services sur la maternité et que voilà. Mais justement, essayer de pas trop, cibler, ces types de services ou en tout cas de donner le moins d'informations possible. Après, les analyses, elles vont être diffusées au sein des établissements, mais c'est ce que je vais revoir après. Je suis en train d'anticiper sur la diapo d'après. On va, communiquer au sein de l'établissement, au sein du service, hein, lui-même, hein, l'équipe, doit savoir ce qui a été dit pendant l'analyse et les éléments, les actions qui vont être mises en place ce qui est bien, hein, c'est de communiquer institutionnellement mais du coup, voilà, c'est toujours la limite de savoir comment on peut le communiquer sans que, le service soit pointé du doigt. Parce que comme je vous disais, hein, si même si on ne met pas dans le service de maternité, mais qu'on note, il y a un bébé qui a eu ça, bah, on va se douter qu'on est sur un service de pédiatrie ou de maternité. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est dans la communication qui peut se faire, de savoir, heu, être plus ou moins variable en fait dans les détails de l'événement quand on communique institutionnellement, l'idée c'est de se dire: «Voilà, dans tel service, il y a eu une problématique qui pourrait arriver dans les autres services, donc voilà ce qu'on a mis en place». Je pense, par exemple, au centre nasogastrique d'alimentation, donc c'est un petit peu plus ancien, mais où il y avait des alimentations, parentérales, enfin la sonde avait été la tubulure avait été utilisée pour, une alimentation, IV, enfin je me souviens plus trop bien. Voilà, que ce soit sur la pédiatrie ou la médecine, ça peut arriver. Donc du coup, il est important de communiquer le compte rendu de ce retour d'expérience à l'ensemble des services. Parce que cette sonde, enfin cette tubulure pouvait être utilisée aussi bien en gastro, qu'en pédiatrie. D'accord? Donc, voilà, quand on vous dit de communiquer institutionnellement, on n'est pas obligé forcément de rentrer dans le détail de l'événement. À vous après de juger comment vous pouvez, passer juste le nécessaire de la communication. En tout cas, voilà, c'est important de communiquer et au sein de l'équipe et institutionnellement. Ici, vous avez aussi, donc l'exemple, hein, qu'on vous mettra aussi dans les outils de communication interne que vous pouvez mettre en place avec, le titre en haut, quels, critères du référentiel HAS, sont impactés ou pas, les mots-clés que vous pouvez retrouver dans la fiche, la cause immédiate, la description succincte des faits, cause immédiate et cause profonde qui peuvent être repris avec les barrières efficaces et puis les enseignements à tirer. Bah, du coup, maintenant, les sondes nasogastriques, les tubulures de sondes nasogastriques, elles sont bleues. Voilà, l'embout est bleu. D'accord? Parce que finalement, c'est une problématique qui est remontée au national, hein, cette problématique des sondes nasogastriques. Donc, c'est pour ça que voilà, l'embout, il est bleu, mais c'est pour tout le monde maintenant, quoi, hein. C'est pas que dans un établissement de santé.
D'où l'importance aussi, pour faire le lien, de, déclarer les événements indésirables, parce qu'on n'est pas, en général, ce qui se passe dans un établissement se passe dans un autre établissement et ça permet justement en réunion, régionale de sécurité, sanitaire, de faire un lien entre les événements indésirables et se dire: «Tiens, c'est quand même bizarre là, ça fait 3 fois en 3 mois qu'on parle de ce problème-là, peut-être qu'il faut aller plus loin dans les analyses» ou dans les actions les axes de progrès, les axes d'amélioration à mettre en place. Alors il y avait une, pardon Noël, pendant qu'on Pardon. était sur, non, non, pendant qu'on était sur la partie, archivage, traçabilité, on a une question: quelle est la durée de conservation des comptes rendus CREX, RMM, alarmes, et cetera, et cetera? Bonne question. J'ai pas de Alors de moi j'ai une ré j'ai une pardon, non, non, mais, non, non, c'est OK. c'est un échange, alors moi j'ai une 1re réponse, mais, c'est vraiment établissement dépendant. Il y a des établissements qui ont, choisi une durée de 10 ans de conservation. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que le patient, il a, 10 ans pour porter plainte et réclamation, à différents services, hein. Ça peut être aux tribunaux, à l'Omniam ou autre, enfin voilà. Donc il a 10 ans pour, se saisir et puis au-delà de 10 ans, je dirais que le motif, de la plainte ou de la réclamation, hein, le patient, se plaint, d'un événement et souhaite, du coup, heu, tel ou tel, et réclame du coup une indemnité, par exemple. Donc en fait, il faut prendre cette durée de 10 ans au moment de l'événement. Alors je vois attention, si patient mineur, le délai pour plainte diffère? Point d'interrogation. Non, parce que c'est l'ayant droit en fait, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est l'ayant droit qui va, du coup se saisir. Alors après, il y aura des nuances en fonction si vous êtes sur un secteur de génétique. On sait très bien que les secteurs, par exemple, de génétique ou autres, on est sur des durées de conservation là du dossier, sur une base de 40 ans, donc ça change. Donc c'est vraiment pour le moment, il n'y a pas de réglementation très précise là-dessus. On ne peut que vous conseiller sur une base de 10 ans, de les conserver pendant 10 ans, et si vous êtes sur des secteurs où la durée de conservation du dossier est au-delà des 20 ans, mais on est sur des bases de 40 ans, hein, tout ce qui est donc, AMP, biologie, ABM, et cetera, tous ces dossiers-là, à ce moment-là, il faut basculer sur 40 ans. Voilà, donc il n'y a pas une réponse, il y a des réponses et des pistes et c'est à vous de les décliner, de les procédurer en interne. Tu voulais compléter, Noël? Oui, oui, enfin, oui, parce que c'est un débat qu'on a eu, il y a pas très Oui, longtemps, justement dans le groupe, FORAP, le groupe EIG, où on se posait justement les établissements posent les questions et en fonction des SRA, effectivement, on n'avait pas forcément les mêmes réponses parce qu'il y avait même des établissements, et même des SRA que pour eux, en fait, l'analyse des événements indésirables, et notamment les graves, c'est un peu leur, histoire d'établissement. Et en fonction de ce qui se passe, ils disent que ça pourrait être utile de repartir sur un événement, qui aurait été déclaré. Heu, là, je suis pas trop, dans ce sens-là parce que les organisations internes, elles changent, les directions changent, les réglementations changent, donc je suis pas sûre que de les garder, au-delà de pour ceux qui étaient partants pour les garder 20 ans, je vois pas trop, forcément l'intérêt non plus. Enfin si, voilà, si derrière il y a pas, comme tu dis, de réglementation, biomédecine ou quelque chose comme ça. c'est ça Mmh. et Enfin, effectivement si je pense à une fiche, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, un vas-y. événement indésirable grave sur un service, où le service avait fermé, l'établissement, enfin, en tout cas, c'est un établissement qui était divisé en plusieurs, secteurs et je vais y arriver, un des sites a fermé. Quel est l'intérêt de garder, une fiche d'événement indésirable d'un site qui n'existe plus? C'est ça. Voilà, Alors mais alors on alors la conservation des fiches, hein, normalement, c'est sur, l'année. mmh, Par contre, c'est les CREX, hein, qu'il faut garder sur, ouais. voilà. Et puis je complète ce que dit une de nos collègues. Attention, si patient mineur, effectivement, c'est 10 ans, à sa majorité, hein, donc il faut ajouter 10 ans plus, la durée de lorsqu'il était mineur, hein. Donc, voilà, pour être plus précis par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout, Voilà. il y a pas d'autres questions. Pour terminer justement un petit peu, en peut-être petite, conclusion, c'est que, CREX et RETEX, hein, tout ça, ça fait partie de la culture de sécurité des soins.
Et puis la culture sécurité des soins, c'est aussi, Crex et Retex, hein, les uns vont pas sans les autres. En tout cas, ce qui est important derrière, c'est que, les attentes enfin, en tout cas, il y a des attentes et des actions des responsables, concernant la sécurité des soins. Il y a vraiment le soutien du management, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Il y a la fréquence des signalements, hein, qui fait partie de la culture sécurité des soins. Tout ce qui est, ressources humaines, le travail en équipe, le travail inter-équipe, inter-établissement. L'organisation apprenante, on n'est pas là pour, trouver un fautif, mais vraiment, de s'améliorer dans nos pratiques. L'importance de la liberté d'expression, la perception globale de la sécurité et la réponse non punitive de l'erreur. Pour moi, tout ça, c'est des éléments importants pour développer la culture de sécurité des soins et puis donc justement aller dans cette dynamique de Crex et Retex. Donc la boîte à outils, du coup, je pense qu'on est dans les temps, j'accélère un petit peu. On vous a remis donc tous les outils sur, bon bien sûr, les documents, HAS, hein, améliorer sa pratique de sécurité des soins, la sécurité des patients, mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins. C'est la bible, hein, en ce qui concerne la gestion des événements, la gestion des risques, pardon, en établissement. L'analyse des événements indésirables graves, avec, en fait, la petite aide, HAS, c'est un groupe de travail HAS FORAP, hein, pour aider justement, heu, en voilà, comment mettre en place un rétex au sein de l'établissement. Voilà, c'est un outil vraiment, pour vous aider à mettre en place le rétex. Les flashs sécurité patient, je vous ai remis, hein, les flashs sécurité patient de la HAS, parce que, voilà, je pense que c'est toujours, aidant, hein, pour tous, hein. Ce qui se passe d'un côté peut se passer de l'autre. Donc, au moins, voilà, c'est tous les événements indésirables graves pour lesquels la HAS a fait des flashs sécurité. Vous avez aussi les fiches pardon, REX et fiches réflexes des structures régionales d'appui, c'est-à-dire que la FORAP, on a mis ensemble tous les fiches REX et RETEX que l'on peut analyser avec les établissements de santé et donc vous pouvez, les avoir ici parce que voilà, pour permettre justement d'échanger d'échanger sur les risques qui peuvent y avoir chez vous et de voir ce qui se fait dans les autres établissements parce qu'ils ont eu les événements indésirables et comment ils ont géré. Les fiches mémo, qui sont, créées par la FORAP, qu'on peut vous mettre à disposition, sur demande nos RSQR et puis des kits Geniali, qui sont des kits de communication, que vous pouvez utiliser vous-même ou pour, former les soignants et former les cadres qui, dirigeraient les CREX, au sein de votre établissement. Donc il y a trois Geniali. Alors de nouveau, hop. Gennady, il est là. Toc. Donc, un premier sur, savoir si, l'événement indésirable est un événement, indésirable grave associé aux soins, hein, pour savoir si vous pouvez le déclarer, s'il est à déclarer sur le portail ou pas. Voilà, est-ce que donc, l'événement était inattendu? Non, bah, ça peut être un annel thérapeutique ou si oui, il était attendu, l'événement est associé aux soins, il y a eu une investigation, il y a eu un traitement, un acte médical. Ou une action de prévention. Non, bah, c'est juste un événement, indésirable, hein, que je vais analyser. Ou oui, il y a quand même des conséquences graves. Du coup, là, on va être sur un événement indésirable grave et on va déclarer sur le portail de l'ARS. On en a un autre sur les quiz sur les événements indésirables. Un petit peu dans le même principe, hein. Est-ce que finalement ce que j'ai, là qui m'a été déclaré, est-ce que c'est un événement lié aux soins? Est-ce que c'est un événement porteur de risque? Est-ce que c'est un événement indésirable grave, associé aux soins? Ou est-ce que c'est un événement indésirable non associé aux soins? Enfin voilà, vous avez, en cliquant, heu, la définition qui va vous permettre de qualifier votre événement indésirable et ce qu'il faut faire dans ce cas-là si l'événement, voilà, en fonction d'événements désirables associés aux soins ou pas, ce que je vais en faire. Donc là, vous voyez, hein, c'est une panne électrique, c'est une inondation, c'est une violence entre usagers ou entre professionnels. Et puis le dernier kit EIGS, celui-là vous redonne les étapes. Voilà, 4 étapes essentielles lorsqu'il y a un EIGS. C'est quoi déjà un EIGS?
comment on fait la déclaration, comment on fait l'analyse et le plan d'action. La déclaration sur le portail d'ailleurs, oui. Voilà, sur le portail et si vous avez besoin de l'aide, de une aide extérieure, c'est-à-dire pour vous aider dans l'analyse, c'est-à-dire la SRA, ben, vous cochez ici et l'ARS nous transmettra, votre demande de soutien à l'analyse de l'événement désirable, hein, parce que voilà, heu, c'est nous qui, enfin voilà, c'est le réseau santé qualité risque qui est porteur de la SRA de votre région et donc qui est, envoyé, auprès de vous pour vous aider. Voilà sur les kits. Toc, je reprends mon PowerPoint. Donc les liens seront fonctionnels, hein, c'est parce que là mon partage d'écran est je suis pas en partage d'écran, je suis en partage de documents et du coup, ça fonctionne pas forcément bien. Donc les outils, voilà, que l'on vous a présentés. Pour les adhérents au RSQR, il y a un kit aussi, un kit qualité, gestion des risques en médico-social qui a été travaillé. Vous avez également le lien vers le replay de la HAS du 21 juin 2022 sur, les événements indésirables associés aux soins, les analyser, c'est progresser. Et puis le replay du, national de partage d'expérience de cette année où on reprend également, pourquoi analyser, comment on analyse. J'oublie pas de vous présenter le challenge FORAP, hein, si vous voulez, participer au challenge de cette année. Donc, l'idée du challenge, c'est d'encourager vos équipes à déclarer des événements indésirables et puis vous ensuite, avec vos équipes, vous choisissez un événement indésirable. Voilà, comme un CREX, vous choisissez un événement indésirable que vous analysez avec eux et vous nous le retournez. Alors si vous avez besoin de nous, on peut être là pour vous aider et sinon vous nous le retournez et puis, l'événement désirable le mieux analysé sera gagnant, en fait. On attend un événement désirable sanitaire, un médico-social et la ville. Voilà, pour encourager aussi, la ville à déclarer. Dans les actualités, hein, on a toujours des formations aussi à votre disposition. Voilà, sur, analyser collectivement les événements désirables, hein, qui sont des formations en simulation. On fait des REX en direct. Connaître et maîtriser les établissements médico-sociaux, maîtriser les bonnes pratiques d'identito-vigilance, voilà, tout ce qui est démarche de gestion des risques médicamenteux, personnes âgées et personnes handicapées que l'on fait en lien avec, l'OMEDIT et puis, s'approprier le dispositif d'évaluation des établissements dans les secteurs sociaux et médico-sociaux. Donc, pour certains, il y a des dates, pour d'autres, il n'y a plus de date pour l'instant, mais voilà, les dates vont revenir. Mélanie qui est en haut de l'écran, et en train et enfin, c'est Mélanie qui programme en fonction des demandes. Donc même s'il y a pas de date, des fois, vous pouvez tout de même, mettre enfin voilà, faire vos demandes pour qu'on sache un petit peu, les demandes qui vont être, en attente. On vous a remis le contact de Mélanie, si vous avez besoin d'avoir des formations. Le 7 décembre, pour information, il y aura la journée régionale de sensibilisation au nouveau manuel d'évaluation, des établissements sociaux et médico-sociaux, avec la participation de l'ARS, de la l'HAS et du CREAI. Donc ce sera un webinaire pour vous le 7 décembre. Et puis le lancement du prix qualité par l'ARS, hein, qui est parti. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas et il y aura une remise des prix, en janvier. Voilà, vous trouvez les informations et où nous trouver, soit sur Armentières, soit sur Amiens. Les Cédric, Laurine et Mélanie sont sur Armentières et moi je suis sur Amiens. Voilà, la région Hauts-de-France, c'est vous tous et le réseau santé qualité risque. Si vous avez besoin de nous contacter, voilà les adresses. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Non, non, à part, beaucoup de remerciements, que ce soit sur,
par mail ou par chat. Beaucoup de remerciements. Quand on renoue le PowerPoint ou les supports, etc. Donc, ils sont pour partie déjà disponibles sur le site. Pour ceux qui sont adhérents, directement avec vos codes d'accès. Et puis, on va déposer sur Internet au fil de l'eau donc les supports, ainsi que les kits, les liens et les replays. C'est tout à fait ça. Voilà. Bien? Pas d'autres questions? Non? Bravo Noël, bravo à toute l'équipe. C'est Parfait. Emmanuel, ça je parie. Bah oui. Voilà. Merci docteur Boulanger. Merci à vous. Et j'ai vu qu'on avait pas mal de collègues qualiticiens, donc voilà. Bien, merci. Bah, c'était le 2e jour de Un jour, un outil. Donc voilà, demain, on sera avec On sera avec l'Omédite. Donc voilà, pour ceux qui se connectent, n'oubliez pas, hein, soit votre smartphone ou soit un double écran. Donc voilà, il y aura un jeu en ligne. Et puis ça va se poursuivre comme ça tout au long de la semaine. Des sujets sur l'éthique, notamment le char d'urgence. Donc voilà. L'identito mercredi, l'éthique, la maltraitance ce vendredi, et puis le lundi d'après, le char d'urgence. Donc voilà. Bel après-midi à tous. Soyez nombreux demain, on vous attend pour jouer. Voilà. Bon après-midi à tous.